je vous présente les différents participants de ce webinaire en la personne de Mimoun Kissi. Comment parler de tests logiciels sans inviter d'experts. Pour moi, c'est l'expert le plus passionné ou le passionné le plus expert. Mimoun Kissi qui est formateur, qui est freelance, qui est pour moi un des plus grands experts en tests logiciels. Hein. Il va rougir, il va pas être d'accord, mais je le perçois comme cela. On a Shaines Bailly qui est chef de projet au sein de la Testing Lab. Mohamed Belgaïd qui est test lead en freelance et qui est test lead aussi sur ce projet Testing Lab. Issa Sissoko qui est, alors, excusez mon anglais, mais qui est Chief Sales Officer et qui est acquisition, Chef Officer acquisition client. Voilà. Je vous avais dit que mon anglais était un peu bancal. Ashraf Azayes, qui est un porteur de projet, un CEO, qui est un CEO de la société Uxid Lab Agency. Domingo Correa, que l'on présente comme le plus grand directeur du plus grand centre de formation, je plaisante, mais qui est le responsable de l'organisme de formation Ingenius Lab. Virgile Rakimat, qui est un testeur QA qui participe en tant que QA au sein de Testing Lab, et ma personne en humble serviteur de ce webinaire qui me proposera de passer le micro pour tous ces différents interlocuteurs. Alors, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de vous laisser observer cette question sur laquelle on va essayer de répondre ce soir. En quoi est-il indispensable ce fameux testeur QA sur un projet numérique? Pour certains, on va même pouvoir préciser quel est le rôle du testeur QA, quelles sont les nuances, et surtout dans différents types de projets qu'on vous présentera, sur lesquels la Testing Lab peut accompagner et être très pertinente. Et comme je vous disais, sans plus attendre, je vous laisse apprécier ce sommaire que l'on vous propose. Ce webinaire durera à peu près 1 heure, et la première partie sera de parler de l'historique du testing. Et pour pouvoir parler de cette partie, eh bien, quelle est la meilleure personne que la personne de Mimoun Kissi. Vas-y, tu peux enchaîner. Merci Azid pour la parole. On peut aller sur la slide suivante. Bonsoir à tous, merci à tous pour votre présence. On va parler un petit peu de l'historique du test, comment le test est arrivé dans l'IT. Mais avant tout, on va parler aussi de la naissance de l'ingénierie logicielle. En plus, on est en plein dedans avec ces problématiques qu'ont l'OTAN. Faut leur donner ce mérite, c'est d'avoir inventé ce terme. Dans les années 60, c'est l'OTAN, à travers ses différentes recherches et ses différentes inventions, qui ont développé cette idée d'ingénierie logicielle. Il y a très peu de choses qu'ont fait les Européens sur lesquelles se sont frottés les mains les Américains, mais il faut leur donner le mérite sur ce terme d'ingénierie logicielle qui revient à l'OTAN. Et comme on est en plein dedans, je voulais faire une petite boutade là-dessus. Bien entendu, par ingénierie logicielle et par développement du logiciel dans les années 60, c'est très lié à tout ce qui est développement de la micropuce et développement de nouvelles fonctionnalités, qui a fait que nous avons développé davantage de fonctionnalités, nous avons développé davantage d'outils, et en parallèle, il fallait apporter une solution qui permettait de garantir la pérennité
et la, et la qualité de ces outils. En parallèle, toutes les activités de test dans ces projets IT étaient organisées par soit des chefs de projet, soit des développeurs. Et donc, le métier de testeur n'existait pas. Dans les années 60, 70, 80, c'était un métier qui n'existait pas vraiment. C'était vraiment une tâche parmi d'autres dans un projet euh, euh, qui, euh, qui s'intégrait au fil de l'eau. Et on a commencé à en détacher un poste à part entière. Dès que les fonctionnalités commençaient à devenir très complexes, dès qu'on avait un panel de fonctionnalités qui ne tenait plus dans les doigts d'une main, il fallait une personne dédiée qui puisse mettre toute une stratégie en place pour garantir la sérénité et la possibilité de délivrer un produit de qualité. L'ISTQ, si tu veux. Ouais. Si on reste sur cette slide et qu'on fait un petit focus sur l'ISTQB, vous avez vu que l'ISTQB est venu pour cadrer les choses et apporter un peu plus de process. L'ISTQB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'organisation internationale qui a apporté un cadre dans le domaine du test. Si on compare ça au football, l'ISTQB, c'est l'équivalent de la FIFA. Donc, nous, en France, on a son représentant qui est le CFTL. Et donc, ça serait l'équivalent du football, serait la Fédération française de football. Et donc, ils sont venus avec toute une démarche et tout un glossaire pour apporter une certaine sémantique qu'ils ont très bien faite, un certain langage qu'ils ont très bien fait, une certaine méthodologie sur laquelle moi, je ne suis pas totalement convaincu, ni sur sa diffusion, ni sur sa manière de faire, mais ils ont eu le mérite d'imposer des références, notamment la norme I3E. Et vous avez vu par rapport à la naissance de l'ingénierie logicielle, elle est venue très tard. Et c'est là où on voit que nous, les testeurs, qui sommes à la fois soit qui venons d'arriver dans le domaine du test à travers un profil tech ou qui sommes en reconversion pro, mais en fait, on est dans le début de l'ère du test logiciel. Et on va le voir notamment avec le passage du cycle en V, vers l'agilité. Et donc là, à travers, je peux passer à la slide suivante. Bon, on en reparlera dans les prochaines slides, mais si on parle un petit peu des plus-values que peut avoir un testeur sur la partie notamment soft skills, c'est toute sa partie communication. Donc, le testeur, c'est une personne qui va énormément communiquer avec les différents corps d'une squad. Si on parle qu'est-ce qu'une squad? Une squad, c'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle va y avoir un product owner, va y avoir un développeur, peut-être un business analyst, peut-être un scrum master en fonction du budget que peut avoir votre organisation. Et donc, son objectif, ça va être d'être le décodeur entre le product owner et le développeur. Ça va être lui de pouvoir rédiger les différents scénarios de test, ces scénarios de test à travers ses connaissances techniques qu'il peut retirer du développeur et les connaissances qu'il peut retirer des spécifications. Et donc, ça nécessite des fortes qualités de communication, des qualités de construction, parce qu'il va devoir construire différents types de stratégies, il va devoir construire aussi des scénarios de test, la proaction, parce que toutes les informations, il va devoir les chercher par lui-même. Vous prenez tous les testeurs qui sont présents par nous et qui auront la légitimité de le dire. Aujourd'hui, le jeu de données, c'est le fléau du testeur. Sans jeu de données, je ne peux pas tester. Si je ne suis pas proactif, si je ne vais pas à la chasse aux informations, je ne vais pas aller voir le développeur pour pouvoir créer mon jeu de données, je ne vais pas aller voir le product owner pour pouvoir récupérer un jeu de données à travers un service tierce, je ne pourrai jamais tester. Je dis des bêtises, j'ai encore l'exemple aujourd'hui, je devais tester une CB sur laquelle il faut que cette CB soit à la fois deux types CB et Visa. Et donc, moi, je ne vais pas la sortir de mon chapeau. Donc, je suis parti voir mon product owner en lui demandant, est-ce que tu as ça? Si tu ne l'as pas, tu vas contacter Adyen, qui est un service de paiement et sur lequel nous, on le paye, qui nous le fournissent ou qui nous le créent. Et donc, c'est ce qui a été fait. Eux, ils ont ça dans leur petit papier. Et donc, si je n'aurais pas fait preuve de proaction, je n'aurais jamais eu cette information pour pouvoir tester. Et ça, c'est une qualité très importante. Pourquoi? Comme on va le voir dans les prochaines slides,
le testeur, en fait, il avait une position très reculée. Dans l'historique du testeur, il a pas la meilleure position qu'on peut avoir dans une. Non, tu restes sur la slide précédente, s'il te plaît. Il n'avait pas la meilleure position. Et le fait, en fait, de sortir de son contexte et de sortir un petit peu de sa zone de confort, ça met davantage en lumière les qualités que vous pouvez avoir et l'utilité que vous pouvez avoir dans une squad. Et la persévérance, ça, surtout quand vous allez faire de l'automatisation. Pour ceux qui en font, peuvent le voir. Admettons, si je parle de locator, certains vont se reconnaître, hein, surtout pour ceux qui ont fait les différentes Cypress V1, V2, etc. On voit que sur certains sites web, un locator, c'est un attribut qui identifie un élément sur une page. Vous avez un bouton pour se connecter, par exemple. Forcément, il va avoir un attribut. Et il se peut qu'il y ait un attribut qui soit inutilisable avec un outil d'automatisation. Et là, en fait, ça est très compliqué de faire passer le message aux développeurs pour qu'ils puissent l'intégrer au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'il crée un nouveau composant. À chaque fois qu'il va créer un nouveau composant, il va avoir du mal à mettre en place ce locator qui va vous permettre, vous, de mettre en place l'automatisation. Et là, vous allez devoir faire preuve de persévérance pour pouvoir mettre ça en place. Sans cette persévérance, vous n'allez pas réussir à le mettre en place. Et c'est à vous d'être persévérant. Et c'est aussi lié à la proaction. C'est à vous aussi de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller mettre en place toute cette construction de stratégie. Et là, cette slide, je la trouve très belle parce qu'elle met en place les 5 qualités que vous devez avoir. Et en fait, ces 5 qualités sont liées. Et donc là, on arrive sur vraiment le switch. On est passé vraiment des ténèbres à la lumière lorsqu'on était dans un contexte cycle en V vers un contexte agile. Juste pour revenir un petit peu et apporter un peu plus de contexte, le testeur, il intervenait vraiment au niveau des tests système, voire des tests recettes. Tous les autres types de tests qui étaient faits en amont étaient faits par d'autres personnes. Les tests unitaires, ils sont faits par les développeurs. Les tests d'intégration, dans un contexte cycle en V, surtout dans le logiciel embarqué, on a ce qu'on appelle les intégrateurs. Rien à voir avec les intégrateurs web. C'est vraiment des intégrateurs système qui vont tester l'intégrité du système avant de pouvoir le mettre à disposition des QA qui vont, eux, faire purement de la validation. Et donc, ce qu'on peut en retenir dans un contexte cycle en V, c'est que le testeur ou le QA, appelez comme vous voulez, moi j'aime bien l'appeler testeur, avait une casquette uniquement de validation. Il faisait uniquement que de la validation. Il était reconnu pour ça. Et donc, il n'avait aucune plus-value par rapport à une autre personne. Donc, même d'un point de vue salarial, il était très mal payé par rapport à ses acolytes dev, alors que lui aussi participait au développement de la solution. Et est venu le contexte agile. Et le contexte agile est venu au bon moment parce qu'il nous a fait vraiment sortir de ce système où nous-mêmes, testeurs, en fait, on commençait à devenir embêtants et enquiquinants pour le produit. On commençait à apporter trop de problèmes, on était le fameux goulot d'étranglement, et qu'on n'apportait aucune solution et qu'on apportait plus de problèmes dans les déroulés de projets. Et juste pour la petite histoire, si on prend un petit peu, moi j'ai un ami Scrum Master qui travaille chez Colissimo, où lorsqu'il est arrivé à mettre en place sa transformation digitale, la première chose qu'il a mis en place, c'est l'agile testing. Le test, en fait, est devenu un élément moteur pour pouvoir faire sa transformation digitale. C'est l'élément incontournable derrière pour pouvoir faire passer ces messages d'agilité et de méthodologie, parce qu'en soi, le test, c'est de la méthodologie. Et le fait de pouvoir mettre en place une méthodologie test, ça aide beaucoup plus facile, ça permet plus facilement d'inculquer une transformation digitale vers de l'agilité. Et donc, du coup, qui dit on devient l'élément central derrière d'une transformation digitale, nous-mêmes, testeurs, on devient des éléments centraux, on devient des éléments incontournables dans une squad. Et à la fin, en termes de même niveau salarial, ça n'a rien à voir. On prend un testeur qui travaille dans un contexte cycle en V et on prend un testeur qui travaille dans un contexte agile. Déjà, ils ne vont pas faire la même chose. Le testeur en contexte cycle en V, il va faire énormément de validation. Le testeur en contexte agile, il va faire beaucoup de conception. Il va travailler en amont et en prévention bien avant que le développement soit déployé sur un environnement de test.
C'est-à-dire qu'avant avant que le développeur ait fini son travail, le testeur, il va déjà travailler. Il va déjà chercher des failles dans les spécifications. Il va déjà regarder s'il y a des problèmes. Et ça fait gagner énormément de temps. Et là, du coup, on n'est plus vu comme des enquiquineurs ou des poseurs de problèmes, mais on est vu comme des personnes qui améliorent et qui construisent la qualité dans le produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui nous donne de la valeur. Et c'est une plus-value indéniable. Parce que derrière, aujourd'hui, quand on voit, on est quand même entre guillemets, des denrées rares sur le marché où on voit que dans toutes les startups, les scale-up et même les très grosses sociétés, ils commencent à avoir du mal à recruter des testeurs. Derrière, quand on les voit en termes de prétention salariale, un testeur avec le même année d'expérience qu'un développeur gagne pour certains plus qu'un développeur. J'ai vu des testeurs qui gagnaient 5 à 10% de plus qu'un développeur. En moyenne, ils gagnent à peu près la même chose. Et donc là, on est devenu plus des éléments entre guillemets inférieurs, mais on est des égaux et on travaille tous les deux dans le développement d'un même produit. Et donc, pour conclure sur les plus-values que peut avoir cette transformation, comme on l'avait pu dire, le fait de participer très tôt dans la conception et dans la revue des spécifications qu'a pu mettre en place le product owner, c'est le fait de pouvoir faire un retour rapide et détecter des erreurs avant que la spécification parte en développement. Il y a aussi le fait là c'est une particularité, après c'est de la logique, le fait aussi de quand on est en contexte agile, on fait en fonction qu'on est en Scrum ou en Kanban ou autre, on envoie des petits paquets, c'est-à-dire qu'on teste vraiment des petites choses. Et le fait de tester des petites choses, contrairement au cycle en V, on teste énormément de choses, ça permet de détecter des erreurs plus rapidement et de manière plus localisée. Qui dit détection d'erreurs plus rapide et plus localisée, dit réduction des coûts. En fait, le fait de faire gagner du temps à son équipe, ça permet de faire gagner énormément d'argent. Le nombre de temps qu'on a gagné par rapport à la correction du bug qu'on aurait dû corriger, ça fait gagner énormément d'argent. Et du coup, qui dit détection de bug, fiabilité, c'est la sécurisation de la qualité, c'est quelque chose de très large, mais on y contribue. On contribue à la qualité du produit. Ça, c'est pour ça que moi, j'aime pas parler de QA, mais je parle plus de testeur, parce qu'en tant que testeur, on contribue à la qualité du produit. La qualité du produit, elle se trouve à différents niveaux, à la fois au niveau du code, de la spécification, à la fois au niveau business. Si le CEO fait un mauvais business plan, vous pouvez avoir le meilleur produit qui soit sécurisé, testé, mais s'il répond pas à une clientèle bien donnée, il marchera pas d'un point de vue financier et il coulera, mais ça sera pas la faute des testeurs. Et pour conclure et enchaîner sur la suite, moi j'attache vraiment une importance et c'est ce qui fait la différence entre un testeur, ce que j'appelle un testeur du passé et un moderne testeur, c'est la culture produit. Aujourd'hui, un testeur, pour moi, un bon testeur d'un mauvais testeur se différencie par rapport à sa culture produit. Un testeur qui a une culture produit et qui arrive à avoir un retour d'expérience sur son produit, c'est quelqu'un qui va avoir une plus-value indéniable. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui allez manipuler le produit en premier. C'est vous qui allez tester les maquettes. Moi, je conseille vivement les testeurs dans des squads en contexte agile. En contexte cycle en V, ça a été compliqué parce que vous allez vous faire taper dessus, mais en contexte agile, ça va être beaucoup plus facile. C'est vraiment de challenger les maquettes de design qui sont faites par les UX et d'apporter votre vue produit. Et ça, c'est vraiment en tant que testeur, quand on parlait de proactivité, c'est vraiment à nous d'aller voir les UX, à nous d'aller voir les produits, de leur demander de regarder ces maquettes et de contribuer derrière très tôt à ma vision, à ma culture, à ma vision produit sur ce qui a été fourni et sur la nouvelle fonctionnalité qui va être déployée. Et ça, je trouve que c'est une grosse plus-value que vous pouvez avoir dans toujours cette fameuse recherche de construction de la qualité dans le produit à travers le test.